dans les trois provinces. Parce que vous estimez que c'est une crise qui est une particularité. Alors la deuxième, c'est de savoir... Merci. Première question. Les femmes, ça veut dire toutes les ressources et ça ce que nous faisons pour, et moi je mets l'accent pour prévenir, bien sûr, qu'il y a cette sorte d'exploitation en premier cas, et quand malheureusement le cas de violence ou d'exploitation arrive, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la prise en charge des femmes survivantes. Moi je suis aussi une femme. Alors, je dois le dire, j'ai une attention particulière à comment nous pouvons aussi renforcer tout le travail que nous faisons pour nous assurer qu'ensemble, toute la communauté humanitaire, nos partenaires, chacun dans leur mandat spécifique, dans leur mission, dans leur programme, peut travailler ensemble pour trouver à travers les différents secteurs, soit qui c'est à travers des distributions de vivres, des AMU, dans la manière dans laquelle on met en place tous les programmes de eau et d'assainissement, qu'on peut avoir toujours cette lens pour prévenir les violences et l'exploitation. Mais moi, je dois dire aussi aujourd'hui qu'une des raisons pour lesquelles nous voyons que ce nombre de femmes s'est malheureusement triplé aujourd'hui, c'est que l'assistance que nous sommes capables, nous tous, ça veut dire pas seulement les agences tunisiennes, les ONG nationales, les ONG, les organisations de la base, et aussi les ONG internationales, malheureusement, n'est pas à l'échelle, à cause de la manque aussi de ressources en comparaison avec tous les besoins. J'ai mentionné que nous avons 6,3 millions de personnes qui sont juste dans les trois provinces en besoin de l'aide et de l'assistance humanitaire. Les fonds que nous avons reçus jusqu'à aujourd'hui, si vous prenez en considération le plan humanitaire pour l'RDC en 2023, c'est financé juste à 34%. Ça, c'est à la date d'aujourd'hui. Ça veut dire que le 18 août 2023, seulement 34% de tous les fonds et de toutes les ressources que nous avons besoin étaient disponibilisés pour cette crise. Maintenant, il y a eu aussi une grande détérioration aussi dans la situation humanitaire dans les trois provinces qui sont bien sûr touchées avec le scale-up. Ça demande, il y a beaucoup plus de besoins humanitaires et nous avons besoin de 500 millions en plus de ce que nous avons prévu au début de cette année. C'était une détérioration et des besoins qui sont nouveaux. Et nous nous engageons ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons mobiliser cette ressource. Récemment, nous avons, vous connaissez que la leadership humanitaire au niveau du pays a disponibilisé le fonds humanitaire. Nous avons fait une grande allocation de 30 millions qui, 60% de cette allocation aussi de 30 millions, c'est juste pour les ONG nationales qui sont présents avec des programmes dans les provinces. Et on a priorisé la prévention et la réduction des risques du VBG, de violences basées sur le genre, pour les femmes et les filles. Alors, tout ce que nous pouvons faire dans une manière un peu plus stratégique, dans une manière concrète, on le fait. Mais beaucoup plus, nous avons besoin de beaucoup plus. Où est-ce que se passe la grande partie des violences? C'est quand des femmes sortent vers les champs pour chercher la boire chauffée, pour chercher de la nourriture et pour voir comment est-ce qu'elles peuvent complémenter l'assistance qui arrive. Où est-ce qu'elles peuvent trouver quelque chose en plus?
Moi, je vais dire aussi, il y a un autre phénomène plutôt inquiétant. Nous avons identifié qu'il y a beaucoup aussi de maisons de tolérance où les filles et les femmes, à cause de la vulnérabilité extrême dans laquelle elles se trouvent, sont engagées. Nous avons vu ça autour, mais aussi il y en a certains qui sont dans les sites. Nous travaillons bien sûr avec les autorités qui ont la responsabilité aussi de trouver des solutions et on travaille ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre fin à ce type d'exploitation spécifique. Pour ceux qui sont les auteurs, les enquêtes sont en cours. Qui sont les auteurs, bien sûr, moi je mentionnais juste maintenant, on travaille avec les autorités qui ont la responsabilité primaire d'identifier les cas. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Vous vous rappelez qu'il y a aussi le maire de la ville de Goma, il y a quelques mois, il a émis un décret en demandant à toute cette maison de tolérance d'être fermée de la manière la plus vite possible. Malheureusement, je n'ai pas le chiffre. Quelqu'un m'a posé la question, le chiffre des enfants. Moi, je vais demander à mes collègues de vous partager cet chiffre parce que je ne peux pas vous donner des chiffres qui ne sont pas corrects. Exact. On va vous partager les chiffres clés de la crise, je crois. On va vous partager un document tout à l'heure. Serge, voilà, on va partager un document à la fin tout à l'heure qui vous donnera tous les chiffres. Dans les trois provinces, Ituri, Nord et Sud Kivu, nous aurons aussi en visite de ce qu'on appelle l'Emergency Directors Group, qui a la responsabilité, bien sûr, d'informer au niveau aussi de l'autre leadership et des capitales autour du monde sur la situation en RDC. Nous faisons tout ça ce que c'est possible pour vraiment donner beaucoup plus de visibilité à la crise ici. Ça va nous aider à mobiliser des ressources additionnelles, soit financières qu'humaines, s'il y a des gaps. Et bien sûr, on compte beaucoup sur votre soutien. Si vous vous rappelez, il y a eu récemment la publication sur les crises les plus négligées du monde. Malheureusement, encore une fois, l'RDC, c'est entre les 5 crises les plus négligées du monde. Moi, si je ne me trompe pas, en 2021, l'RDC, c'était la première crise la plus négligée. Cette année, c'est le deuxième. Ce n'est pas un bon record. Ce n'est pas ça ce que nous voulons. Nous voulons bien sûr que l'attention se dirige vers nous. Mais un des critères que cet rapport utilise, c'est aussi la couverture du média de la crise. Alors, je fais un appel à vous tous. Essayez de faire tout ce que c'est possible dans votre domaine, aussi pour attirer l'attention de grands médias sur ce qui se passe ici. On veut qu'on parle de l'RDC, on veut qu'on parle aussi de tous les succès que nous avons en RDC, parce que ce n'est pas seulement le mauvais qu'il faut mettre toujours en accent. Vous savez que quand on parle de l'RDC, c'est toujours quand il y a des crises de fraude dans l'humanitaire, et je touche un peu à quelqu'un qui a posé la question, comment nous pouvons nous assurer qu'il n'y a pas de cette détournement de l'aide humanitaire. Bien sûr que tous les systèmes sont en place. Nous travaillons avec tous les partenaires pour nous assurer que l'aide arrive aux bénéficiaires. Il y a eu aussi une autre question. Vous avez demandé, c'est pas seulement qu'est-ce qui empêche un peu aussi l'aide, d'amener l'aide humanitaire dans tous les endroits. Bien sûr, c'est aussi une question de sécurité. C'est une question d'accès physique. Alors, si je ne me trompe pas, et quelqu'un doit me donner aussi les données correctes, mais moi je crois que dans tous les pays, il n'y a pas plus que
1000 km de routes qui sont avec, comment dire, avec l'asphalte, asphaltées, voilà, qui sont asphaltées. Un pays de cette dimension de l'Europe, au moins de l'Europe de l'Ouest. Et bien sûr aussi, c'est de s'assurer qu'en tant qu'humanitaire, que nous pouvons y accéder toujours sans aucun compromis. Parce que vous savez bien, aujourd'hui, demain, on célèbre la journée de l'action humanitaire. Les humanitaires vivent avec les principes humanitaires. Et il n'y a pas, là, il n'y a pas il n'y a pas absolument d'espace pour des compromis. Voilà. Et nous avons renforcé aussi le système de redevabilité pour qu'il y ait... Le contrôle si l'aide humanitaire arrive, ça c'est lié bien sûr avec, avec la redevabilité vers les bénéficiaires. En tant qu'humanitaire, nous sommes d'abord redevables vers les personnes qui nous sont là pour servir. Alors, nous avons déjà plusieurs systèmes en place au niveau communautaire, au niveau aussi de pays, pour nous assurer que s'il y a des plaintes, cette plainte peut être partagée d'une manière directe. Et aussi, il y a un grand effort aujourd'hui pour s'assurer pour voir si les bénéficiaires sont contents du type et bien sûr et de la quantité de l'aide qui nous sommes capables d'amener. Il y aura aussi un rapport qui va être produit prochainement et bien sûr on va partager ça aussi avec vous. À partir de Bouchara, c'est le réservoir d'eau de Bouchara qui maintenant amène pour la première fois l'eau courante à Cagnarucigna et aussi dans les sites temporaires de déplacés à Bushangara. C'est un exemple vraiment de comment nous aussi essayons d'utiliser cette opportunité, c'est la réponse humanitaire, pour mettre en place des interventions qui sont plus durables, qui touchent aussi où il y a des problèmes structurels. Alors, le réservoir de Bouchara s'active il y a déjà une semaine et ça amène l'eau à Cagnarucigna et à Bushangara. Bien sûr, nous sommes à connaissance du besoin d'augmenter aussi l'accès à l'eau. Vous savez que c'est une exception dans la réponse humanitaire et ça, moi, je dois dire vraiment un grand merci à tous les bailleurs aussi qui nous soutiennent dans cet effort. C'est qu'à partir de la crise de grand déplacement, on a vraiment eu les moyens pour continuer avec le water tracking. Et nous avons aussi plusieurs sites qui sont spontanés maintenant autour de Goma. Ça, malheureusement, continue à augmenter. Mais avec les collègues qui travaillent dans le secteur de l'eau assainissement, nous essayons vraiment d'amener au standard le plus haut que nous pouvons atteindre, d'amener l'eau dans tous les sites. Nous travaillons aussi avec toutes les autres les agences, aussi les agences qui s'occupent et le cluster sur la gestion des sites pour s'assurer qu'on amène cette service à toutes les personnes. C'est bien sûr, l'eau doit être de qualité qu'on peut boire et utiliser. Dans les zones qui se trouvent à ce moment sous contrôle de groupes non étatiques, nous avons déjà commencé nous avons repris l'assistance humanitaire à partir du mois de mars. Je dois dire aussi que les autorités ici, au niveau de la province, on nous a encouragés toujours en tant qu'humanitaires
de s'assurer que nous pouvons amener l'assistance humanitaire à tous les Congolais, n'importe où ils se trouvent. Alors, c'est ce que nous allons faire, c'est aussi bien sûr de s'assurer, et ça c'est un des grands efforts autour de la mobilisation de ressources additionnelles, que nous pouvons amener l'assistance humanitaire nécessaire à l'échelle à toutes les personnes qui sont dans les besoins. Merci. Merci. Glody.